Alors, chers collègues, bonjour. Bonjour et merci d'être présents pour écouter nos 4 rapporteurs, puisqu'on va commencer par 2 d'entre eux, Joachim Pueyo et Marianne Dubois, qui vont nous présenter le travail qu'ils ont réalisé durant pratiquement toute l'année, qui a été un très gros travail, bien sûr, d'audition, mais aussi pour aller voir ce qui se passait à l'extérieur de notre pays dans ce domaine, puisque leur travail concernait, on avait au niveau de la commission de la défense anticipé, je dirais, certaines questions qui se posent aujourd'hui encore plus gravement suite aux événements du 13 novembre, puisque leur travail a été celui du bilan et de la mise en perspective des dispositifs citoyens au sein du ministère de la Défense. C'est un sujet sur lequel on a eu souvent de très nombreuses discussions et d'échanges au sein de cette commission. Je vais leur laisser donc tout de suite la parole pour présenter leur travail, parce que je crois qu'ils ont véritablement effectué un travail de grande qualité qui, vous allez le voir, remet en cause un certain nombre de concepts actuellement en vigueur. Je vous laisse la parole. Marianne, je crois que c'est toi qui commences. Merci Madame la Présidente. Avant de commencer, Madame la Présidente, chers collègues, donc avant d'aborder la présentation de notre rapport, je voulais dire tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec Joachim Pueyo sur ce sujet passionnant, qui est le service national universel. Nos sensibilités politiques auraient pu nous diviser sur des sujets si importants que sont la défense et puis surtout la jeunesse. Mais tout de suite, nous avons partagé le même constat et partagé aussi les propositions que nous allons vous exposer. Ce rapport, nous n'aurions pas pu le mener à bien sans l'aide précieuse de notre administrateur Philippe-Étienne Dumas. Je le remercie de nous avoir assistés et supportés pendant 1 an et d'avoir fourni un travail d'une telle qualité. Bien, chers collègues, nous sommes ici pour vous présenter les résultats de nos travaux sur le service national universel. Qu'est-ce que le service national universel ? Il s'agit simplement de la forme nouvelle que le législateur de 1997 a souhaité donner au service national. Il comprend des obligations, l'enseignement de défense, le recensement, la journée défense et citoyenneté et l'appel sous les drapeaux. Cette dernière composante a été suspendue depuis 2002. Il comprend aussi des choix sous la forme du volontariat, volontariat dans les armées, service civique ou encore engagement dans la réserve. C'est à tous ces dispositifs que nous nous sommes intéressés pour essayer de dresser un bilan de leur mise en œuvre, près de 20 ans après la décision de suspendre la conscription. Avant de vous expliquer le dispositif mis en place en 1997, nous voudrions vous dire quelques mots sur le service militaire qui suscite particulièrement en ce moment d'importantes vagues de nostalgie. Il est vrai que la conscription a incontestablement contribué à favoriser l'émergence de la conscience nationale au point qu'elle était devenue un élément indissociable de l'identité républicaine de la France. L'apport de la conscription à l'histoire de notre pays, tant pour le sort des armes que pour la constitution d'une communauté nationale, est encore très présent dans nos mémoires. Il faut néanmoins se garder de toute forme de nostalgie. Si le service militaire obligatoire a été supprimé en 1997, c'est qu'il n'était plus adapté aux enjeux de la France de la fin du XXe siècle. Tout d'abord, le service militaire obligatoire ne répondait plus aux besoins opérationnels des armées. Conçu historiquement pour opposer des effectifs nombreux à la menace allemande, l'armée française comptait 3,5 millions d'hommes sous les drapeaux à la veille de la Première Guerre mondiale. La loi du nombre ne présentait plus d'intérêt stratégique majeur à la fin des années 1990 et cela est encore valable aujourd'hui. Ensuite, la réduction continue de la durée du service, 10 mois en 1996, conjuguée à la technicité croissante des équipements mis en œuvre par les armées, limitait la capacité opérationnelle des appelés. Dans les faits, il y avait donc une armée à 2 vitesses qui remettait en cause la capacité opérationnelle de l'ensemble des armées. Mais moins que l'utilité opérationnelle du service militaire, c'est de son rôle social et civique dont les partisans de son rétablissement sont le plus nostalgiques. Là aussi, il faut se garder de toute illusion. Le service national ne jouait plus de façon tout à fait marginale, son rôle d'intégration civique et sociale.
Le taux d'exemption, en moyenne de 20%, était très élevé, notamment chez les jeunes menacés d'exclusion sociale. Il était de 53% dans la population de faible niveau scolaire et 50% chez les illettrés profonds, pour ne justement pas obérer la capacité opérationnelle des armées. Dans le même temps, les formes civiles du service se sont multipliées pour concerner 39 000 appelés en 1996, soit 15% de la ressource totale. Alors qu'il s'effectuait de plus en plus tardivement, vers 22-23 ans, le service militaire était plus vécu comme une rupture dans un parcours d'insertion professionnelle que comme un rite de passage vers l'âge adulte. Un jeune Français de 1996, et cela est encore plus valable en 2015, disposait d'une expérience de vie, d'un accès à l'information, d'une maturité sans commune mesure avec celle d'un jeune Français de 18 ans de 1914. C'est donc parce qu'il ne répondait plus ni aux besoins des armées ni aux impératifs de cohésion nationale que le service militaire a été suspendu en 1996. Mais s'il a suspendu l'appel sous les drapeaux, le législateur de 1997 n'a pas pour autant supprimé le service national, mais lui a donné un contenu nouveau. Au terme d'une large concertation et de longs travaux parlementaires, le législateur n'a pas souhaité rompre l'indispensable lien qui doit unir la nation à son armée, mais le renouveler en empruntant des voies nouvelles. La loi du 28 octobre 1997 a ainsi réaffirmé que les citoyens concouraient à la défense de la nation et que ce devoir s'exerçait notamment par l'accomplissement du service national universel. Merci Marianne. Je voudrais également m'associer à ce qu'elle vient de dire en introduction avant de continuer à vous présenter ce rapport. Ça a été également pour moi un réel plaisir de travailler avec Marianne Dubois et puis remercier Philippe Etienne également. Je le ferai à la conclusion pour l'accompagnement fort qu'il nous a fait pendant un an. Et puis remercier également la Commission qui nous a fait confiance pour mener à bien cette mission d'information sur les dispositifs citoyens du ministère de la Défense. Pour faire suite à ce que vient de dire Marianne Dubois, donc le service national universel comprend donc en premier lieu des obligations que l'on appelle parcours de citoyenneté. Et ce parcours débute avec l'enseignement de défense dispensé dans le cadre scolaire, principalement en classe de 3e et de première aujourd'hui, au sein des programmes d'enseignement civique et moral. Il est une réalité aujourd'hui, et les nouveaux programmes ne sont pas moins ambitieux que les précédents sur ce point. Un sujet du brevet du collège portait d'ailleurs sur le livre blanc de la défense en 2014. On regrette néanmoins que la notion de défense ne figure plus dans le nouveau socle de commun de compétences défini par le décret du 31 mars 2015. La mise en œuvre du programme est en revanche plus difficile à évaluer. Les ministères de la Défense et de l'Éducation nationale ont signé plusieurs protocoles pour accompagner cet enseignement, réalisation de supports pédagogiques, formation des enseignants, visite d'unités militaires. Mais faute d'un pilotage efficace et d'une dispersion des moyens, les résultats n'ont pas été à la hauteur des ambitions. Moins de 30 000 élèves sur 5 millions visitent chaque année une unité militaire dans ce cadre et 15 000 enseignants sur 850 000 enseignants reçoivent chaque année une formation à ces questions. Et cet enseignement repose essentiellement sur la bonne volonté des acteurs locaux, rectorats, autorités militaires et trinômes académiques de l'IH et de l'EDN, et les résultats sont très variables d'une académie à une autre. Le ministère de la Défense est conscient de ses limites et travaille à l'élaboration d'un nouveau protocole, plus ambitieux, disposant d'objectifs plus clairs et surtout d'un pilotage renforcé. La deuxième étape du parcours citoyenneté, c'est le recensement, qui est obligatoire, comme vous le savez, pour tous les jeunes Français, garçons et filles, à l'âge de 16 ans. Et la finalité première de cette opération est militaire. Elle permet d'établir un fichier indispensable à la convocation des jeunes à la journée de défense et citoyenneté, ainsi qu'au rétablissement éventuel de l'appel sous les drapeaux. Et la liste de recensement prépare et facilite également l'inscription des jeunes sur les listes électorales. La troisième étape obligatoire de ce parcours, c'est la journée défense et citoyenneté, anciennement journée d'appel de préparation à la défense.
Elle intervient après le recensement et avant la majorité et crée les conditions d'un contact direct entre l'ensemble de la jeunesse et l'armée. Le ministre de la Défense de l'époque, Alain Richard, avait expliqué ce choix. Il est important de se le remémorer. Pourquoi appel, disait-il? Pour la raison simple qu'il y a une obligation et qu'il est essentiel que la loi le dise. Pourquoi préparation, disait-il? Parce que c'est l'une des étapes après l'initiation par la voie scolaire de la sensibilisation des jeunes, une étape qui leur donne la possibilité d'aller plus avant, notamment vers les préparations militaires ou les volontariats. Donc, il s'agit bien de préparer l'avenir. Pourquoi défense? Parce que nous avons choisi de concentrer les thèmes de cette journée de convocation sur des objectifs de défense. Si elle ne durait qu'une journée, c'est parce qu'elle avait donc vocation à être prolongée par un engagement plus long au sein des armées, une semaine ou plus dans les cas de préparation militaire, un an ou plus dans le cas du volontariat. Une autre formule avait été discutée en 1997, celle d'un rendez-vous citoyen de 5 jours. Ni période militaire, ni version prolongée des anciens. 3 jours, on les a fait tous nos 3 jours, ça a duré une journée et demie en réalité. Ce rendez-vous citoyen avait pour ambition d'offrir aux jeunes appelés un bilan médical, scolaire et professionnel, de leur présenter les institutions de la République, les enjeux de la défense, de permettre une meilleure compréhension des droits et devoirs citoyens, de les initier au secourisme ou encore de leur présenter les différentes formes de volontariat. Trop complexe à mettre en œuvre et trop floue dans ses finalités, cette formule fut rejetée au profit d'une seule journée, mais centrée sur les questions militaires. Que se passe-t-il lors de cette journée? Pour les 800 000 jeunes qui répondent à leur convocation chaque année, il nous faut d'abord constater que son contenu n'est plus uniquement militaire. Au fil des années, on y a ajouté des modules nouveaux sur la citoyenneté, le service civique, le don de sang ou d'organes et plus récemment la sécurité routière. Malgré un recentrage récent sur les questions de défense annoncé par le livre blanc de 2013, beaucoup d'informations sont délivrées aux jeunes lors de cette journée. Nous ne sommes donc pas certains que cela soit pleinement efficace. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Et puis surtout, est-il vraiment raisonnable de penser que mettre 30 jeunes dans la salle de classe d'une caserne, quand c'est une caserne, pendant une journée suffira à leur faire comprendre les enjeux de la défense et l'organisation des armées? La réponse, mes chers collègues, est clairement non. Le législateur de 1997 était conscient de ces limites et c'est pourquoi il avait souhaité que cette journée puisse se prolonger à travers des préparations militaires, le volontariat dans les armées et l'engagement dans la réserve. Il est important de citer à nouveau Alain Richard. Dans le prolongement de l'appel de préparation à la défense, les jeunes Français auront la possibilité, s'ils le désirent, de participer à des cycles de préparation militaire. Cette démarche volontaire permettra aux jeunes de recevoir une formation militaire élémentaire et de découvrir l'activité quotidienne des armées. La mise en présence du personnel militaire d'actifs dans les unités et du personnel avec les jeunes participants contribuera à l'établissement de relations de confiance entre la jeunesse et l'armée, ainsi qu'au recrutement de réservistes et de volontaires. Mais quelle est la réalité de ces préparations militaires en 2015 ? En fait, pas grand-chose. 16 000 jeunes, principalement de 17 à 18 ans, participent chaque année à ce que l'on appelle désormais les périodes militaires. 16 000 sur 800 000, ce n'est pas une proportion très élevée, vous en conviendrez. Mais surtout, ces 16 000 jeunes sont pour la plupart de futurs militaires, les services de recrutement des armées ayant fait de ces périodes de stage d'aguerrissement qui viennent enrichir un dossier de candidature. Dans certaines spécialités, elles sont même obligatoires et certaines préparations sont réservées au lycée militaire. On voit bien l'utilité pour les armées de disposer de quelques jours pour juger un candidat autrement que sur dossier, mais là n'était pas l'intention du législateur qui avait mis en place ces préparations. Quant au volontariat,
C'est bien simple, il n'existe quasiment plus en 2015. 1500 jeunes environ s'engagent chaque année dans les armées pour un an, sans volonté d'en faire ensuite leur métier. Là aussi, et surtout dans l'armée de terre, le volontariat est utilisé comme une période de test des candidats avant la signature d'un engagement plus long. Mais est-ce pour autant un mal ? En 1997, les pouvoirs publics souhaitaient disposer d'un volet assez important de volontaires pour pallier la disparition progressive des appelés du service national. Ils avaient donc fixé les objectifs de 30 000 volontaires pour les 3 armées et la gendarmerie. En 2015, alors que nos armées ont réussi l'étape de la professionnalisation, est-ce que cela a encore un sens ? Nous pensons que non. L'armée mixte, telle qu'elle a fonctionné pendant un siècle, n'est certainement plus adaptée aux exigences opérationnelles contemporaines. La réserve militaire, enfin, vient clore le parcours de citoyenneté. C'est ce que l'on peut lire dans le Code de la Défense. La réserve militaire s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et le volontariat. Ce parcours continu permet à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation. Là aussi, les attentes n'ont pas été à la hauteur des ambitions. Alors que l'on projetait d'atteindre en 2002 50 000 réservistes opérationnels dans les armées, nous en sommes aujourd'hui à 27 000, après avoir atteint un pic en 2008 à 33 000. Mais que s'est-il passé pendant toutes ces années ? Rien ou presque. Toutes s'étendues vers leur objectif de professionnalisation, les armées n'en ont jamais exprimé le besoin opérationnel clair pour la ressource de réservistes que le législateur entendait mettre à disposition. Alors que les pouvoirs publics souhaitaient disposer d'une réserve nombreuse pour entretenir le lien armée-nation, les besoins des armées n'ont jamais été autres que ponctuels. On dispose donc d'une réserve de 27 000 hommes, bénéficiant d'un budget annuel de 70 millions d'euros, là où nos homologues canadiens, avec le même nombre de réservistes, mettent chaque année 430 millions d'euros, qui jouent le rôle de complétement individuel, sans mission claire et sans doctrine d'emploi. Le résultat est qu'elle est peu opérationnelle en cas de crise sur le territoire national, et nous l'avons constaté cette année. Ce n'est pas une question juridique. Les dispositions législatives n'ont jamais été appliquées, mais une question de gestion, d'entraînement et surtout de doctrine. C'est tout le modèle qu'il faut revoir et nous y reviendrons. Le vide né de la fin de la conscription n'a été que partiellement comblé par le parcours de citoyenneté dont nous venons de vous dresser l'état de lieu. Des initiatives se sont multipliées depuis, plus ou moins réussies, sous la forme de service civique, qui est une composante du service national universel, du plan égalité des chances du ministère de la Défense ou encore de l'EPID et du service militaire volontaire. Quelques mots d'abord sur le service civique. Il représente aujourd'hui un succès incontestable. 35 000 jeunes y ont souscrit en 2014, alors qu'il y avait 150 000 demandes, contre 3 000 en 2010. Et l'ambition du président de la République est de tendre vers 150 000 jeunes qu'on devrait atteindre dans les années futures. Revenons rapidement sur son histoire. En 1997, le législateur avait écarté l'hypothèse d'un service civil obligatoire en remplacement du service militaire. On peut se poser la question, pourquoi ? À cause de la complexité et du coût d'un tel dispositif d'abord, à cause du risque de substitution à des emplois existants ensuite, mais plus fondamentalement, à cause du risque de voir ce service qualifié de travail forcé. Les contraintes liées à l'accomplissement du service militaire étaient justifiées par l'impératif supérieur de défense de la nation, comme le prévoit l'article 34 de notre Constitution. Qu'est-ce qui justifierait effectivement un service civique obligatoire ? Un jeune qui se soustrayait à ses obligations militaires était un déserteur. Qu'en serait-il d'un jeune qui n'accomplirait pas son service civique ? C'est pour ces raisons d'ailleurs, objectivement, que le législateur en 1997 avait écarté cette hypothèse et toutes sont encore valables aujourd'hui. Le ministère de la Défense développe pour sa part un plan d'action en faveur de la jeunesse à travers un nombre important de dispositifs
s'ils poursuivent tous des objectifs légitimes, on peut regretter malgré tout une certaine dispersion des moyens et une visibilité assez faible. La commission Armée-Jeunesse est un organisme de réflexion et de concertation qui produit depuis 1955 des études de grande qualité au profit du ministère de la Défense. Elle a notamment travaillé sur le service civique, le service militaire adapté, les cadets de la Défense. Elle organise des colloques, des rencontres, propose des stages et remet des prix aux formations militaires qui développent des actions intéressantes au profit de la jeunesse. Et le ministère s'est également doté d'un plan égalité des chances en 2007, mis en œuvre depuis 2012 par un délégué ministériel à la jeunesse et à l'égalité des chances. Et ce plan comprend un grand nombre d'actions, tutorat, classes de défense et de sécurité globale, stages, service civique au sein du ministère, cadets de la Défense. Mais faute de moyens dédiés, il repose largement sur la bonne volonté des acteurs locaux et l'on sait que nos armées ont bien d'autres priorités. Enfin, nous en avons déjà beaucoup parlé au sein de cette commission, l'armée met son savoir-faire au service de l'insertion professionnelle de la jeunesse à travers désormais 3 dispositifs, le service militaire adapté, l'EPID et désormais le service militaire volontaire. Le SMA fonctionne depuis 1961 en Outre-mer avec d'excellents résultats. Ces 5600 stagiaires sortent à 77% vers un emploi de longue durée ou une formation qualifiante. Et le succès repose sur l'encadrement militaire, la qualité de la formation professionnelle dispensée, le partenariat avec les acteurs locaux et, il faut le souligner, le pilotage unique. L'EPID n'est qu'une transposition partielle du SMA en métropole, effectuée en 2005 après les émeutes urbaines. Il ne s'agit pas d'un encadrement militaire, mais d'un encadrement mixte, composé d'enseignants, d'éducateurs sociaux et d'anciens militaires. Et les jeunes ne sont pas sous statut militaire et ne reçoivent pas de formation professionnelle sur site. La philosophie du dispositif est cependant sensiblement la même, avec des résultats presque équivalents, 51% malgré tout de sorties positives. L'EPID a souffert à ses débuts d'un pilotage défaillant, lié à une triple tutelle des ministères de la Ville, de l'Emploi et de la Défense. Cela a contrarié, à notre sens, sa montée en puissance. Seuls 3500 sont accueillis chaque année dans ces 18 centres, là où l'ambition était quand même d'en accueillir 20 000. Le président de la République a cependant décidé d'augmenter cette capacité d'accueil dès 2016 avec 1000 places supplémentaires et 2 nouveaux centres. Son nouveau positionnement, complètement sorti du champ de la défense, le ministère s'est retiré de sa tutelle au printemps dernier, devrait peut-être l'aider à lui donner un nouveau souffle. Le service militaire volontaire, enfin, vient d'ouvrir ses portes en octobre dernier. Il s'agit, vous le savez, on en a beaucoup parlé ici au sein de cette commission, d'une expérimentation pendant 2 ans d'un modèle très proche et comparable de celui du service militaire adapté que l'on voit en Outre-mer. Il est encore trop tôt pour en dresser un premier bilan, mais nous espérons qu'il rencontrera le même succès que son aîné et qu'il pourra être généralisé en 2007 quand la question de son financement à long terme sera réglée. Au terme de nos travaux, nous partageons 2 convictions. Il faut se garder de toute tentation de restaurer une sorte de service national, militaire ou civique obligatoire. Je crois que c'est un point fort à l'issue du diagnostic et à l'issue de nos réflexions. Et les raisons qui ont conduit à écarter ces 2 solutions en 1997 sont les mêmes aujourd'hui. Inefficacité opérationnelle et absence de brassage social dans le cas du service militaire, problèmes économiques et justification de la contrainte bien difficile dans le cas du service civique. On évoque beaucoup en ce moment un service militaire obligatoire de courte durée. Ce serait assurément la pire des solutions. Et le législateur l'avait déjà écarté en 1997. Pourquoi ? Marianne l'a expliqué en introduction. Il est utopique de former en 3 ou 4 mois des militaires opérationnels. On nous le répète assez souvent, au sein de cette commission, il faut environ 1 an pour former un militaire
que je mets entre guillemets, déployables. Deuxièmement, avons-nous la ressource militaire pour former chaque année 800 000 jeunes au maniement des armes, sachant que nos armées comptent seulement 230 000 hommes? Non. Il faudrait donc pour cela créer une véritable armée d'instruction aux côtés de l'armée actuelle. Est-ce vraiment la priorité du moment? Nous n'en sommes pas persuadés. Enfin, quelle serait la capacité opérationnelle réelle de jeunes hommes et femmes rappelés 2, 5, 10 ans après leur formation initiale de 3 mois? Nulle, évidemment, ou presque, s'ils n'accomplissaient pas dans cet intervalle des entraînements réguliers et constants. Nous pensons donc, et c'est là notre deuxième conviction, qu'il est plus efficace de mettre en œuvre des dispositifs ciblés avec des objectifs et des publics bien identifiés. Et nous proposons d'axer les efforts du ministère de la Défense sur 3 priorités. Un programme de cadets de la défense pour les 12-18 ans, pour compléter leur éducation civique, les acculturer au monde de la défense et leur offrir une expérience de brassage social. Une réserve militaire entraînée et dotée d'une doctrine d'emploi claire pour renforcer les capacités opérationnelles des armées. Et enfin, un dispositif d'insertion professionnelle et sociale sous encadrement militaire pour la partie de la jeunesse la plus en difficulté. Nous souhaitons en premier lieu que le ministère de la Défense mette en œuvre un grand programme de cadets pour la jeunesse française et généralise ainsi la timide expérimentation qu'il a lancée en 2008. De quoi s'agit-il? D'offrir une expérience de vie inédite aux jeunes Français grâce au savoir-faire des armées en matière de jeunesse. Le programme, tel que nous l'avons vu au Canada, mais tel qu'il fonctionne aussi en France, nous sommes allés à la base aérienne d'Évreux, par exemple, s'articule en 2 temps. Plusieurs demi-journées par mois dans une formation militaire pour y recevoir une instruction civique et pratiquer des activités sportives. Un camp d'été de 2 semaines ou plus sous encadrement militaire. Concrètement, les jeunes y apprennent le vivre ensemble, les valeurs civiques, la discipline, le dépassement de soi, le goût de l'effort. Bref, tout ce qui constitue l'ADN de nos armées et l'ADN, me semble-t-il, d'une bonne insertion dans notre société. Au Canada, le programme attire 55 000 jeunes chaque année, 110 000 au Royaume-Uni et est structuré autour de 3 ligues. Ligue de l'armée de terre pour faire des parcours aventure, être sensibilisé à la nature et à l'environnement. Ligue navale pour découvrir le monde maritime et apprendre à naviguer. Ligue de l'air pour découvrir l'aéronautique et ses métiers. Présents sur tout le territoire, les centres de cadets assurent une présence militaire continue, font participer les jeunes aux cérémonies patriotiques et sont adossés à des régiments d'active ou de réserve dont ils reprennent les traditions. Nous sommes persuadés qu'un tel programme a sa place en France. Les jeunes sapeurs-pompiers sont un exemple de réussite, 27 000 jeunes par an. Il ne s'agira pas de former de futurs militaires, même si une préparation plus poussée à partir de 16 ans pourrait y contribuer, mais d'offrir une expérience de vie unique. La gratuité sera un élément d'attractivité important. Au Canada, ce programme est particulièrement populaire auprès des familles qui n'ont pas les moyens de payer les activités sportives à leurs enfants. Il attire également beaucoup de jeunes issus de l'immigration récente qui y voient une manière de découvrir leur nouveau pays et d'en apprendre les valeurs. Ce n'est pas un programme très coûteux car il est à temps partiel pendant l'année. Seuls les camps d'été nécessitent des infrastructures et un personnel en plus grand nombre. Enfin, nous pensons plus efficace d'intervenir vers 13-14 ans, au moment où la personnalité se forge et où le jeune a besoin d'un cadre, qu'à 18-19 ans, quand il est déjà sorti du système. Pour développer ce programme enfance, il faut un pilote et des moyens, 100 millions environ, si on fixe un objectif de toucher 100 000 jeunes par an. Aussi, nous proposons, pour le mettre en œuvre, de supprimer la journée défense et citoyenneté et de s'appuyer sur le réseau, les infrastructures et le budget de la direction du service national. Il faut se rendre à l'évidence, la JDC n'est d'aucune utilité ni pour nos jeunes ni pour nos armées. Elle n'avait de sens que dans la mesure où elle préparait à un engagement plus long, mais nous l'avons dit, préparation militaire et volontariat sont inexistants aujourd'hui. Et qui croit sérieusement
qu'une journée peut suffire à inculquer chez nos jeunes les valeurs de la République, la volonté de servir leur pays ou les enjeux de la défense. Quelle expérience de vie offre une journée dans la salle de réunion d'une caserne? S'il s'agit de faire du recrutement pour les armées, est-il vraiment indispensable pour cela de mobiliser 800 000 jeunes, 8 000 animateurs et plus de 100 millions d'euros? La réponse à toutes ces questions est évidemment non. Certains proposent de la doubler, voire de la tripler. Mais pourquoi faire? Croit-on qu'en 2 ou 3 jours, on va apprendre à nos jeunes de 17 ans tout ce qu'on n'a pas pu leur apprendre jusqu'ici, notamment dans le cadre de leur scolarité obligatoire? Évidemment, non. Nous pensons plus utile d'investir dans un programme de cadets qui viendrait enrichir l'enseignement civique dispensé dans le cadre scolaire et offrir une expérience collective sans mesure, commune sans mesure avec celle de la JDC. Il faut naturellement en parallèle renforcer l'enseignement de défense grâce à un meilleur suivi au sein du ministère de la Défense et une plus grande mobilisation des armées, notamment de ses réservistes. Aucun jeune ne devrait quitter le système scolaire sans avoir visité au moins une fois une unité militaire et participé au moins une fois à une cérémonie patriotique. Nous croyons à l'importance des rites républicains et la JDC n'en est pas un. Nous souhaitons que les cérémonies de citoyenneté, au cours desquelles sont remises les cartes électorales aux jeunes de 18 ans, soient systématisées. Deuxième point, les réserves militaires. Le constat que nous faisons nous incite à proposer des évolutions importantes. Nous en avons déjà beaucoup parlé cette année et le président de la République souhaite s'orienter vers une réserve de garde nationale et le ministère de la Défense y travaille. Nous aurons les résultats de ces travaux au printemps prochain. Nous soutenons totalement cette initiative. La réserve n'a de sens que si elle est organisée territorialement, constituée en unité et si elle a pour mission prioritaire de défendre le territoire national. On peut se cacher derrière des dispositions législatives insuffisantes, regretter l'absence de culture de la réserve dans les entreprises. Le fond du problème n'est pas là. Sans doctrine d'emploi claire, sans ressources budgétaires et sans entraînement, nos réserves ont beaucoup de difficultés à être visibles, mais également ont beaucoup de difficultés à être efficaces. C'est tout le modèle qu'il faut revoir. Nous souhaitons donc une réserve organisée sur une base territoriale, avec des régiments présents partout, y compris dans les déserts militaires, avec un objectif, protéger notre territoire. Cela suppose un effort financier sans précédent, mais aussi une réorganisation complète de la gestion et des formations. Nous proposons par exemple de supprimer des volontariats, de mettre en place des modules de formation des réservistes à temps complet pendant 6 mois ou 1 an qui donnent droit à des crédits ECTS dans les parcours universitaires. Le statut du réserviste doit également être repensé pour passer facilement d'un statut à temps partiel à un statut à temps complet pour quelques semaines ou quelques mois, comme cela se fait, on l'a pu le constater nous-mêmes, au Canada. Nous proposons également de repenser totalement la réserve citoyenne pour lui assigner 2 tâches, et simplement 2. Le suivi de l'enseignement de défense et le rayonnement des régiments. Nous pourrons y revenir si vous le souhaitez. Pour ce qui concerne les autres dispositifs, SMA, EPID, SMV, nous proposons qu'à terme, le service militaire adapté et le service militaire volontaire fusionnent dans un service militaire pour l'emploi doté d'un pilote unique. Une coordination devra être assurée avec l'EPID pour partager les plateaux techniques de formation et irriguer l'intégralité du territoire national. Dernier point, enfin, nous souhaitons que les cadets de la défense, la réserve citoyenne, que nous appellerons réserve honoraire, et le service militaire pour l'emploi soient dotés d'un programme budgétaire identifié. Le programme 167, actuel lien armée-nation, est tout trouvé, avec des indicateurs de performance dédiés. Tout cela, à nos yeux, pourrait être piloté par un secrétaire d'État au service national et au monde combattant.
qui reprendrait les compétences de l'actuel secrétaire d'État aux anciens combattants en y ajoutant une compétence à destination de la jeunesse. Et cela offrira visibilité, cohérence et pilotage à cette politique. Ce qui relève de l'opérationnel, notamment la réserve opérationnelle, resterait en revanche dans le champ de compétences du ministre de la Défense. Voilà, mes chers collègues, le résultat de nos travaux. Nous souhaitons redonner du sens au service national universel en lui donnant un contenu nouveau adapté aux exigences du temps présent. Nous faisons 15 propositions en ce sens que vous trouvez dans le rapport et que vous allez le découvrir, en rappelant que 3 propositions nous paraissent les plus importantes, suite à une large réflexion, à des débats entre nous d'ailleurs, concernant bien sûr les cadets de la défense, concernant la réserve, et puis concernant le parcours de citoyenneté qui est obligatoire, mais nous voulons vraiment vérifier que cette obligation a du sens, c'est-à-dire le rendre plus obligatoire qu'il l'est actuellement, avec notamment une épreuve à la fin de la formation secondaire ou à la fin de la formation professionnelle, une épreuve concernant le civique en général. Merci. Merci à vous deux. Beaucoup à la fois des propositions, des interpellations, des interrogations, j'imagine, de la part de l'ensemble des membres de cette commission. Je vais leur laisser tout de suite la parole. Daniel Boisserie. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je suis scotché. Je vois un rapport extrêmement complet que je partage dans sa plus grande partie, révolutionnaire, qui fait aussi des économies. C'est vrai que c'est tout à fait étonnant et qu'il y a eu un énorme travail des 2 rapporteurs. Je concède tellement qu'on a du mal à poser des questions. Tout a été dit ou presque. Moi, je voulais vous interpeller sur la plaquette qui vient d'être produite par le service d'information du gouvernement, qui effectivement encourage la réactivité de nos concitoyens, qui relate l'effet de surprise, bien sûr, mais qui n'évoque pas de modèle de résistance. Je pense par exemple à ce qui s'est passé dans le Thalys, avec les Américains, qui ont évité un carnage. Ça, c'est la première partie de ma question. Alors, port d'armes, point d'interrogation. Danger, point d'interrogation. Et puis, sur la télévision, et ce qui s'est passé lors des derniers événements. C'est vrai que les événements sont relatés en direct et que tout le monde peut savoir, y compris évidemment les terroristes, ce qui se passe au moment M. Alors là, quel est le bon équilibre entre la liberté d'informer et l'ordre public ? Malek Bouti. Merci pour ce rapport qui est effectivement extrêmement complet, détaillé. J'ai, en tant que membre de cette commission, participé à une journée de JDC au Fort d'Aubervilliers. J'ai été extrêmement frappé par le contre-effet de cette journée. J'ai trouvé qu'on nous donnait une image déplorable de notre armée. Pauvre, mal organisée, dans des locaux où aucun jeune ne voudrait aller aujourd'hui. Même les MJC sont mieux équipés, c'est dire. Et je ne jette pas la pierre, évidemment, à nos militaires et à tous ceux qui participent, qui font de leur mieux. C'est une journée qui est devenue extrêmement contre-productive et on était évidemment bien avant beaucoup d'événements qui ont eu lieu en France, mais j'avais déjà le sentiment qu'on éduquait notre jeunesse à l'affaiblissement de son propre pays. Et je pense que ça vient d'une erreur structurelle. Au moment du changement, on avait un pressentiment du changement de nature, de la conscription à cette nouvelle armée française. On sentait qu'il y avait un vide. Mais je pense qu'on a voulu remplir ce vide. Bon, il y a une partie expérimentale, mais avec beaucoup trop de concepts. Il y a un moment ou un autre, la défense, c'est la défense. Et elle ne peut pas remplir tout. Le vivre ensemble, l'éducation, la culture, reconstruire le pays, l'écologie. Il faut recerner. Et je pense que il faut retravailler autour des enjeux de défense. La deuxième chose qui m'avait marqué dans cette journée, c'est dans le petit film, dans la sensibilisation. J'étais très frappé parce on est à la commission de la défense, par la difficulté de cerner c'était quoi les dangers pour notre pays. En fait, moi j'ai vu un film qui parlait à des gens plutôt de ma génération, et encore, le mur du Berlin était presque tombé. Le plus grand danger, c'était éventuellement la Corée du Nord.
évidemment, ça pousse pas autre chose. Mais par exemple, pas un mot sur le radicalisme, sur toutes les guerres auxquelles on était engagé, sur l'actualité dans laquelle la jeunesse se trouve, etc. Et donc, une confusion terrible. Donc, je pense que cette remise à zéro, elle est obligatoire. Après, il reste une interrogation, je conclurai là-dessus, je la livre au débat. On entend tous les arguments qui ont structuré, il y a 2 arguments qui ont structuré notre situation. Des arguments, il faut se le dire assez franchement, et c'est un débat permanent de coûts, et d'adaptation au nouveau type de danger. Je pense que quand même, il y a un travail collectif pour redéfinir quels sont les dangers militaires, physiques auxquels notre société est confrontée. Parce qu'on a l'impression de les connaître, mais peut-être pas si bien que ça. Et d'éviter de recommencer un nouveau cycle de gadgets. J'entends les propos sur la garde nationale, etc. Mais j'ai quand même des fois l'impression que c'est plus la télévision que la réflexion qui pousse à faire des propositions. On n'est pas les États-Unis d'Amérique. On n'est pas dans la même situation géopolitique, géographique, les mêmes traditions, etc. Quant au fait que le rétablissement d'un service permanent ou pas, le problème des coûts, moi, il y a une phrase qui a été dite par notre collègue qui est importante. Moi, je pense que la défense, c'est un état d'esprit. C'est pas une technique. Et que ce qui est peut-être en une journée et demie, on ne produit pas cet état d'esprit, mais je ne vois pas pourquoi on tirerait d'un trait l'idée qu'une génération entière puisse s'engager dans une période contrôlée, avec des fonctions contrôlées, autour de l'état d'esprit de la défense de la République. Les questions de coûts qui étaient posées, moi je les vois d'un autre œil depuis le fameux propos du président de la République sur le pacte de sécurité qui est prioritaire à tous les autres engagements. Donc, il ne s'agit pas d'improviser. Je pense que déjà les pistes qui sont ouvertes par ce rapport sont extrêmement importantes, mais elles doivent aussi nous aider, je pense, à ne pas retomber dans une période intermédiaire, pas réparer ce qui marche mal, mais peut-être inventer en fonction des nouveaux défis un nouveau modèle pour notre jeunesse. Merci. Merci Malek. Je vais passer 2 par 2 parce que je pense qu'il y a déjà pas mal de questions et on rentre dans le débat de fond. Donc je vous laisse répondre. Dans nos propositions, on a quand même renversé pas mal de choses. Hein. On a voulu regarder froidement tout ce qui se passe actuellement dans notre pays, froidement, avec recul, sans passion. Et puis, on a vu également ce qu'on pouvait faire ailleurs. Donc, on a été effectivement très interpellés. Par exemple, lorsqu'on a vu au Canada des jeunes cadets travailler ensemble avec un brassage social, mais incroyable. Bon, avec des valeurs qu'ils défendaient, d'une grande tolérance. Par exemple, quand ils ont un programme, le programme est validé par le gouvernement. C'est un programme, mais très bien pensé pour les jeunes cadets, à tous les niveaux, y compris, par exemple, dans des sujets qui feraient polémique en France, par exemple le transgenre. Ils mettent dans le programme pour des jeunes de 14-15 ans, parce qu'ils estiment qu'il y a des jeunes qui sont en difficulté par rapport à leur identité. Donc, ils mettent tout dans le programme. Bien sûr, les valeurs de démocratie, les valeurs d'humanité, les valeurs d'environnement, et puis la défense du pays. Et moi, je pense que dans ce qu'on nous proposons au niveau de mettre en place des véritables cadets de la défense, il faut des moyens, et donc on a trouvé, parce qu'on a été conscient que la France c'est compliqué sur le point budgétaire. On a trouvé les millions d'euros qu'il faut, en supprimant la JDC qui, à mes yeux, n'a plus sa place. C'est ce que Marianne vient de vous expliquer. Et puis, il faut observer avec objectivité ce qui fonctionne bien quand même. Le service militaire adapté, ça fonctionne très bien dans les territoires d'outre-mer. Et donc, il faut maintenir, voire renforcer, et qu'il y ait effectivement une véritable pilote avec le service militaire volontaire qui est de la même graine. Et puis l'EPID également fonctionne, qui est un peu différent, mais avec une coordination. Donc ces dispositifs fonctionnent, il faut les renforcer. Et puis il y a la question de la réserve. Si on veut vraiment que la réserve soit une réserve opérationnelle, territorialisée pour défendre notre pays, eh bien il faut absolument suivre notre rapport. On propose effectivement de renforcer la réserve opérationnelle, y compris dans les territoires où il n'y a plus
de régiment. Donc c'est vrai que c'est un bouleversement. Notre collègue vient de nous dire c'est révolutionnaire. Je ne sais pas. Marianne est révolutionnaire. Moi, je savais que j'étais un petit peu. J'ai découvert que Madame Dubois était aussi révolutionnaire que moi, si ce n'est plus parfois, sur certains points. Donc, voilà. Donc, on a vraiment travaillé dans cet esprit. Et puis, par contre, est-ce que la réserve opérationnelle, il faut l'armer? Oui, quand elle est en mission. Mais à mon avis, non, quand elle n'est pas en mission. Voilà, c'est ma réponse que je fais sur ce sujet-là. Moi, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que M. Bouty a dit sur la JDC. J'étais allée une première fois voir la JDC sur Orléans. Il a fallu que j'y retourne une deuxième fois pour bien comprendre. Et nous sommes allés, dans le cadre de notre rapport, voir une deuxième JDC, et je partage complètement. Une confusion terrible, une présentation complètement fouillis, pour moi c'était fouillis, où les messages n'étaient pas clairement bien envoyés vers les jeunes. Pour moi, il faut vraiment former les enseignants, pour qu'ils aient aussi qu'ils sachent à leur tour enseigner aux jeunes, tout ce qui concerne la défense et le civisme. Et c'est sûr qu'on ne peut pas former des jeunes en un jour. Pour nous, c'est une formation le long toute une vie presque. C'est pour ça que ce programme de cadets, pour nous, c'est vraiment très important, avec une information et une formation envers les jeunes de 12 à 18 ans, qui peut se continuer après dans la réserve, etc., que vraiment nécessaire et vraiment vital, j'allais dire. Pour vous donner un exemple, avec Marianne, nous avons été, on est resté une soirée avec la Galerie de la Défense. Alors ils font une parade, ils sont en tenue, etc. D'ailleurs, le sergent chef qui était responsable des jeunes, c'était un jeune d'origine africaine, manifestement, qui était respecté dans les ordres qu'il donnait par tout le monde. Et on a vu un jeune de 12-13 ans arriver tout seul, je crois, avec ses parents, pour s'inscrire, pour dire « je voudrais devenir cadet de la Défense ». Donc il y a une inscription, il y a un dossier. Et nous sommes allés le voir. Il était d'origine togolaise, je crois. Oui. Bon. Et je lui ai posé la question, pourquoi tu veux devenir cadet de la Défense? Et il m'a dit, de toute façon, je n'avais pas beaucoup de choix avec mes parents. Et puis après, j'y réfléchis, mais comme moi, je veux devenir Canadien, et comme je suis Canadien maintenant, c'est normal que je devienne cadet de la Défense. Ça change complètement les choses. Complètement les choses. Voilà. Et ça a été très fort, Marianne. C'est les rencontres qu'on a eues avec ces jeunes de toute sensibilité, des origines complètement diverses, avec un brassage. Et les cadets de la Défense sont encadrés par des réservistes, beaucoup de femmes d'ailleurs, qui sont enseignantes, qui sont assistantes sociales, qui ont des métiers divers et qui sont réservistes et qui consacrent une soirée par semaine pour l'encadrement des cadets. Elles sont en tenue, beaucoup de femmes, on a été très surpris de voir beaucoup de femmes dans l'encadrement, et ça donne effectivement un état d'esprit fort, quoi, un esprit, c'est pas une république le Canada, mais moi je dis c'est un esprit républicain. Excusez-moi, pour terminer un petit peu les propos de Joachim, au Canada, avoir fait le parcours des cadets est très recherché par les employeurs. Parce que les jeunes ont un savoir-être, un savoir-vivre, ils ont une bonne connaissance générale et sont très recherchés. Et c'est vraiment un plus que de mettre sur un CV que d'avoir été cadet. Pour la télé, je n'ai pas compris la question. La télévision, je veux dire que la télévision, qu'on soit sur iTélé, sur BFM TV, on suit en direct les événements, et effectivement, les terroristes peuvent aussi suivre en direct et connaître ce qui se passe autour, la position des forces de l'ordre, et là, il y a danger. Alors je disais, où est l'équilibre entre information et ordre public ?
Ah bon, ça c'est un autre sujet, ça mériterait peut-être une mission d'information, Il est peut-être pas là. parce qu'on n'a pas réfléchi à ce sujet-là, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Mais donc, on laissera le soin à la présidente de Oui, peut-être de on verra, réfléchir on verra. à une nouvelle mission. Je ne sais pas si ça relève uniquement de la commission de la Défense, d'ailleurs. Alors, j'ai 3 autres questions, donc je vais les passer toutes les 3, vous y répondrez. Alain Moine-Bressan. Oui, je veux féliciter, mais cela a été fait pour ce rapport de fond intéressant. Mais naturellement, on se pose des questions les uns et les autres et il faut prendre des décisions. Je crois qu'il est hors de question de revenir sur la professionnalisation de notre armée, puisqu'on a une armée avec des équipements extrêmement sophistiqués, et il faut des professionnels pour l'armée. Mais notre sujet, c'est un sujet de société, de notre jeunesse. Alors on dépense beaucoup d'argent, énormément d'argent. C'est pas particulier pour le budget de la défense, c'est le budget de la France qui est accaparé par toutes les actions qui sont menées à tout niveau. Et je pense qu'il est nécessaire d'orienter nos jeunes sur une période obligatoire, qui peut être d'1 mois, où on leur apprend la discipline, la fermeté, les valeurs de la République, l'éducation, ce que l'on a appris à l'armée pendant les classes. Pendant cette période de classe, on nous apprenait tout cela, on faisait du sport, on faisait beaucoup d'activités, parce que c'est effectivement, et le brassage sociétal des hommes, des femmes, des jeunes, qui se retrouvent de tout niveau, et là c'est bon, et aussi, naturellement, savoir que la France est un beau pays, un pays qu'on doit aimer, apprendre à aimer la France doit être une priorité aussi, et non pas lui cracher dessus, et non pas siffler la Marseillaise. Donc il y a des valeurs comme ça qui doivent être inculquées, et je pense que ça peut être par ailleurs que par des militaires à la retraite, qui ont une formation de fermeté, des militaires à la retraite qui peuvent donner de leur temps et qui doivent donner encore de ce temps-là pour former ces jeunes, parce que c'est l'avenir de notre société. Si on n'est pas capable d'inculquer ces règles de la société et cette discipline de la société, eh bien nous irons vers des moments encore plus difficiles. Merci. Je vais vous demander d'être courts les uns les autres, parce que depuis, j'ai 3 autres questions. Donc, je pensais en avoir plus que 2, 3, mais en fait, j'en ai 6. Alors, Serge Rouard. Merci Madame la Présidente, mais ça m'ennuie parce que je pensais être un peu long. Donc moi aussi, je me joue aux félicitations adressées à nos rapporteurs qui ont fait un remarquable travail. Je partage les propos qui ont été tenus sur la journée de défense, ceux de Marianne et ceux de Malek Bouti, et notamment sur l'image qui est donnée. Une image qui est de vétusté, il faut bien le dire. Je me permets de faire remarquer, mes chers collègues, qu'avec François de Mazières, notre collègue, on a déposé une proposition de loi pour faire en sorte que la rénovation du logement des militaires, c'est quand même leur dignité, le logement, soit éligible à l'ANRU et trouve quelques moyens de financement supplémentaires. Et cette proposition de loi qui, je le pense, pardon, j'ai cette faiblesse et cette prétention de penser qu'elle était assez innovante et peut-être même intelligente, elle a été retoquée. Et le problème reste en l'état. Il y a 3 propositions fortes que vous faites. Cadet de la défense, belle idée. Je voudrais venir sur les 2 autres, sur la réserve et sur l'insertion. Sur la réserve, je m'interroge, vous dites, et je souscris sur l'idée, mais défense du territoire, donc ça veut dire concrètement que cette réserve serait amenée à participer aux missions type Sentinelle. Je dis quand même attention, on a sur Sentinelle des militaires très bien formés qui peuvent engager le feu. De mettre des personnes dans la rue avec de l'armement militaire lourd, c'est quand même une sacrée responsabilité. Donc de dire que ces gens-là qui auront quelques mois de formation
Imaginez une situation d'agression. Le gars, il a un armement, c'est lourd. Qu'est-ce qu'il fait? Il riposte, il fait quoi? Juridiquement, après, on est dans de la pénalisation. J'avais évoqué ces questions il y a quelque temps. Elles sont compliquées à résoudre. J'entends bien la proposition, elle est très intéressante, mais sur cet engagement de force sur le territoire, attention quand même. Le troisième point, c'est l'insertion professionnelle. Là, vous l'avez un petit peu moins développé. Si vous pouvez un petit peu expliquer l'idée sur cette insertion professionnelle, j'émets un petit peu de réserve là-dessus aussi. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Ne demandons pas à nos militaires de tout faire. Ils ne pourront pas. Il y a d'autres processus qui marchent ou qui marchent moins bien de formation professionnelle, sociale, etc., d'insertion. Ce n'est pas le job des militaires que de faire ça. Et là, effectivement, on risque de multiplier les missions. Je rejoins ce qui a été dit. On risque de multiplier les missions. Et ça ne va pas marcher à l'arrivée. Ça ne va pas marcher. J'ai cette intuition-là. Je terminerai en disant, mais il y a quelque chose qui me fait plaisir dans ce qui a été dit. C'est que on remet des valeurs qui n'auraient jamais dû disparaître, on les remet à l'honneur. Je nous fais remarquer tous, mes chers collègues, simplement, si l'on avait fait ce type de proposition transcourant, transpolitique, il y a quelques années, on aurait été traité de quoi? De facho, je vous le dis. Aussi simple que ça. Donc c'est assez remarquable que d'arriver effectivement à porter à nouveau ces idées. Et pour les avoir portées, il y a un certain nombre d'années, comme d'autres collègues, où l'on se faisait traiter tous les noms, je suis content qu'il y ait ce large écuménisme aujourd'hui. Gwendal Bouillard. Merci Madame la Présidente. Une remarque et deux questions rapidement. La remarque pour faire écho à ce que vient de dire notre excellent collègue Serge Grouard, c'est trouver les voies et moyens pour cultiver l'amour de la France et de la patrie. Et j'utilise ces mots à dessein parce qu'effectivement, dans notre pays, nous avons singulièrement oublié ces mots, son sens et la bataille qu'il faut mener pour porter le drapeau. Ça m'amène à ma première question. J'ai bien entendu votre constat, vos remarques et vos critiques sur la JDC. Néanmoins, demeure la question posée, comment faisons-nous pour participer à façonner le lien entre la France, la patrie et les générations concernées? Une fois qu'on a dit c'est pas bien, on fait quoi pour cultiver, façonner ce lien entre la génération des 800 000 jeunes et notre pays, point d'interrogation. La deuxième question concerne les collectivités locales. Vous avez dit la France doit réfléchir sur elle-même, les jeunes générations doivent être davantage impliquées. Pour les dispositifs, on doit cibler si on veut être efficace, voire efficient. Dans quelle mesure vous concevez l'action des collectivités locales? Je pose la question à des élus locaux. Je prends un exemple. On a dans l'ensemble des conseils municipaux des élus dits correspondants défense. Je suis assez frappé par la manière dont on ne les utilise pas. C'est d'ailleurs une fonction qui est très peu sollicitée par les collègues. Dans les conseils municipaux, c'est d'ailleurs révélateur en soi de notre rapport à l'esprit de défense dans notre pays. Et si je puis me permettre un vœu, c'est en même temps une question, c'est que les correspondants défense, mais plus globalement l'ensemble des élus locaux en France, puissent participer davantage à l'esprit de défense. Il n'y a pas d'un côté l'État et de l'autre les collectivités locales quand il s'agit de participer à cultiver l'esprit de défense et à promouvoir et à défendre la France. Voilà, donc je me permets de vous interroger sur quelle place demain pour les conseils municipaux, mais en particulier pour les correspondants défense, pour participer à cette nouvelle dynamique nationale. Merci. Je vais juste porter témoignage et en partie répondre à Gwendal. Dans mon département, j'invite tous les ans maintenant les conseillers défense à un débat avec moi et que j'organise d'ailleurs avec le préfet maritime, l'amiral basé sur Brest. Et je vous invite tous ici à le faire. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de monde qui viennent à ces échanges, parce que c'est un échange. Je remplis les salles et pratiquement tous les conseillers municipaux chargés des questions de défense sont présents. Et je le fais un samedi après-midi, qui n'est pas forcément un jour
où on se déplace facilement pour des réunions très sérieuses. Mais ils viennent, donc faites-le, je vous assure, c'est à la fois intéressant et c'est un vrai débat citoyen. Jacques Lamblin. Merci Madame la Présidente. Je vous prie de m'excuser pour l'intermède musical tout à l'heure. Je ne regardais pas la télévision, je m'informais. Je tiens à le préciser. Alors, je voudrais dire à mon tour que la proposition de cadet de la Défense me semble extrêmement intéressante. Un petit peu à la différence de ce qu'a dit M. Boutique tout à l'heure, et ce que tu as dit, Marianne, la journée de la Défense est assez médiocre dans sa réalisation, c'est vrai, mais j'ai observé, parce que moi aussi j'ai assisté à plusieurs fois des journées de la Défense, j'observe que les jeunes qui y viennent sont intéressés. En tout cas, dans celle que j'ai pu voir. Première observation. La seconde observation, et ça on peut tous le faire, il y a dans les centres de secours des pompiers, il y a les JSP, les jeunes sapeurs-pompiers. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est à mon avis absolument remarquable comme dispositif. Ça marche vraiment très très bien, c'est très profitable pour les jeunes, et puis c'est le vivier sur lequel on s'appuie pour maintenir le nombre des sapeurs-pompiers volontaires. Donc pour ces deux raisons, un intérêt qui existe quand même d'une part, et d'autre part l'expérience qu'on a sous les yeux des jeunes sapeurs-pompiers, je pense que le pronostic que vous faites de l'intérêt des cadets de la Défense est juste, est bon. Simplement, il y a deux aspects collatéraux qu'il ne faut pas négliger. C'est que si on fait ça en supprimant la journée de la Défense, la journée de la Défense, elle a beaucoup d'inconvénients, mais elle avait un mérite, c'est que tout le monde y passait. Bon. Or ça va disparaître. Alors il faudrait trouver, peut-être au niveau des collectivités locales, je ne sais pas, une mesure compensatoire pour qu'il y ait une instruction civique qui soit donnée à un moment donné en compensation. Et puis, le deuxième risque, c'est il faut faire attention que cet apprentissage des cadets de la Défense ne soit pas un formatage, qui n'est pas une dérive, c'est-à-dire qu'on soit certain que la formation qui est délivrée dans un système comme celui-là soit une formation neutre sur le plan des engagements, c'est-à-dire ça doit être la République, mais il faut faire très attention, dès l'instant où il y a des formations qui sont données, à ce qu'elles soient données de façon, je répète, respectueuse de la neutralité républicaine. Je ne parle pas de laïcité, je parle de neutralité. Voilà. Merci Jacques. Un autre Jacques Moignard. Merci Madame la Présidente. Peut-être pas une interrogation, mais me féliciter de ce rapport, surtout dans la première partie, lorsque vous avez évoqué, et donc balayé d'un revers de main, tout ce qui était la nostalgie du passé, de notre armée et du service national de l'époque. Je crois que vous avez bien fait de le balayer systématiquement, parce que je crois quand même qu'il y a bon nombre de concitoyens et bon nombre d'élus surtout qui sont encore nostalgiques et qui aimeraient bien en revenir, même si c'est une forme un peu différente à ce sujet. Une remarque que je ferai toutefois, il me semble que le contexte n'est jamais trop abordé, c'est-à-dire moi je suis ici parmi vous depuis 2012 et on peut dire que ces problèmes de défense ont été révélés depuis l'intervention de Serval au Mali, depuis que ces événements arrivent et qu'ils sont évolutifs, et donc dans un contexte qui est tout à fait évolutif et tout à fait différent. Souvenez-vous, il y a 3 ou 4 ans de ça, on ne parlait pas de la défense de la même façon, tant s'en faut. Et donc je pense que ce rapport pêche un peu, peut-être par en filigrane, rappeler que ça ne vient pas comme ça et que c'est le contexte qui fait que. Et je crois que ce serait intéressant de l'enrichir de cela, parce que malheureusement, les lendemains vont nous prouver qu'on va encore l'enrichir et faire en sorte de retenir des solutions. Moi, j'aime bien celle des cadets, en effet, et de la réserve également. Merci. Bon, écoutez, moi, vous avez fait un rapprochement avec les JSP. Bon, j'étais pendant 15 ans président d'un SDIS millionnaire, c'est-à-dire qui couvrait plus d'1 million d'habitants. Et c'est vrai que dans toutes les casernes, on avait des JSP. Et on les prenait à 14 ans. On les prenait à 14 ans, il y avait une sorte de petit concours pour les prendre. On faisait un suivi scolaire de ces JSP, parce qu'il ne fallait pas qu'ils laissent tomber leur scolarité pour être JSP. Et c'est vrai que ces garçons, ils vont au monument aux morts dans les communes.
Ils sont dans tous les services. Quand il y a un problème dans une commune, une inondation quelconque, les JSP sont sur le terrain. Il y a vraiment un encadrement qui est pratiquement militaire. L'encadrement a été fait par des pompiers qui étaient souvent, qui ont été blessés ou alors qui étaient, disons, en fin de carrière et, disons, plus difficiles à verser dans le service actif. Et c'était bien, quoi, que ces JSP, il faut savoir que pas tous devenaient pompiers volontaires, ni pas tous ne passaient le concours de pompiers professionnels, mais beaucoup, quand ils partaient dans la vie civile classique, eh bien, ils avaient une insertion qui était beaucoup plus carrée, beaucoup plus suivie. Il faut savoir aussi que les JSP, s'ils se manquaient, ils étaient virés des JSP. Donc moi, j'étais président, il y en a qui venaient pleurer pour qu'on les réintègre, vous voyez, sous certaines conditions. Après, l'histoire d'être armé au niveau de la réserve, vous savez, moi je fais partie d'une génération, à 18 ans on était militaire et on était armé pour faire du maintien de l'ordre. Je ne pense pas qu'il y a eu un changement de génération, quoi, et que les gens soient aussi responsables que ça. Alors à l'époque, on avait 18 ans, on pouvait être soldat, mais on ne pouvait pas voter. Il y a eu en Algérie plus de morts par accident au combat. Écoutez, il Chers collègues, non. Il y en a partout des accidents. Nous, chez les pompiers, moi, écoutez, quand j'étais à Carpiane, on a écrasé un gars avec un camion. Sûrement qu'il y a des accidents. Il y en a partout des accidents. Bon, merci Jean-Pierre. On va laisser nos deux collègues répondre aux... Bon, on va répondre rapidement parce que aux questions. Et il y en a deux autres collègues qui attendent pour présenter leur rapport. Donc simplement, la question concernant la JDC qu'on va supprimer, en disant effectivement c'était un point obligatoire, mais on vous a démontré c'était bien efficace. Par contre, on insiste, nous, dans notre rapport, sur l'affirmation du parcours de citoyenneté. Et donc, ce dernier point prévoit que tout au long de la formation scolaire, il y a une sensibilisation aux questions de défense et lieu. Donc ça, c'est un point important. Et cela va passer, bien sûr, par une réaffirmation de l'enseignement de défense dans le cadre du cours de l'enseignement moral et civique et doit s'accompagner également d'une visite, par exemple, d'une installation militaire obligatoire, d'une participation à une cérémonie patriotique au niveau local. Donc on a mis, si vous voulez, dans le parcours citoyen des points obligatoires. Voilà, ça c'est un premier. Voilà. Deuxième question concernant les réservistes. Alors je crois que notre collègue est parti. Nous, on pense que intégrer au sein d'une réserve d'active, une réserve intégrer au sein d'une unité d'active une réserve opérationnelle, comme on l'a vu dans certains pays, là, ça évite effectivement les problèmes qui ont été soulevés il y a quelques minutes. Moi, je voulais revenir sur ce que Alain disait. On n'apprend pas à aimer la France en un mois. Enfin, moi, c'est pas possible, ça ne marche pas. Nous, notre idée, c'est d'orienter les jeunes, de prendre les jeunes sur plutôt une très longue période dans le mouvement des cadets. Et là, en fait, régulièrement, on apprend à aimer la France, toutes les valeurs de notre société. Un autre, chez Jacques aussi, je partage complètement ce qui a été dit sur la JSP. Et j'ai une anecdote que j'ai rencontré un parent la semaine dernière dont le fils est jeune sapeur-pompier. Et il m'a dit c'est la seule journée, le matin où il doit rejoindre ses sapeurs-pompiers, c'est le seul matin où il est prêt, où il met son réveil et il attend, et il nous attend. Et ça, j'ai trouvé tellement, ça le passionne. Donc c'est quelque chose, voilà, ça c'est très positif. Bon. Merci, merci chers collègues. Mais le débat va continuer. Il y avait, pardon, Marianne, excuse-moi, pour répondre à Serge, l'insertion professionnelle, ça marche très très bien au sein du SMA et on espère au sein des SMV à venir, enfin en cours. Ça marche très très bien. Ça depuis 50 ans, en Dom-Tom. Donc, chers collègues, on va arrêter là. On va autoriser, j'imagine, je ne pense pas qu'il y aura d'avis contre pour autoriser la publication de leur rapport. Il n'y a pas d'avis contre, je suppose. Donc, ce rapport va pouvoir être publié. Je vous remercie beaucoup, mais je pense que le débat va continuer. Je vais demander donc à Marie Récalde et Alain Marty de venir prendre place pour présenter, eux, leur rapport
sur les conséquences du rythme des opérations extérieures sur le maintien en condition opérationnelle des matériels. Sujet aussi d'actualité. C'est un peu moins romantique, mais... Marie Récal me dit que c'est un peu moins romantique. Je ne sais pas si c'est le terme. Et là, on va parler de... On va être sur du dur, c'est ça? Ouais, exactement. Donc, c'est qui commence? Marie? C'est Marie. Allez. Merci Madame la Présidente. Bon, mes chers collègues, Madame la Présidente, c'est sûr qu'on passe sur un sujet un peu plus technique, mais néanmoins hautement stratégique, car nous aurons beau avoir la meilleure armée du monde, si elle n'a pas de matériel en conditions opérationnelles, vous aurez compris que les choses seront difficiles à exécuter. Et vous l'avez compris, Madame la Présidente, puisque vous nous avez confié cette mission dont nous vous remercions. Vous connaissez particulièrement bien ce sujet, en particulier du côté de la marine. Et nous voulions donc vous faire un point et vous présenter ce rapport sur les conséquences des opérations extérieures sur le MCO des matériels. Alors, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et des conflits liés à la décolonisation, notamment la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, la France n'a jamais été confrontée à des menaces aussi diverses, aussi intenses et aussi durables. Parmi ces menaces, la menace terroriste est bien sûr la plus préoccupante de toutes, et les attentats qu'a subis notre pays au mois de janvier et plus récemment au mois de novembre de cette année l'ont rappelé de manière tragique. Toutefois, cette menace n'est pas la seule. Et pour reprendre la classification qui a été établie par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale en 2013, notre pays reste confronté à deux phénomènes. Le premier phénomène, qui a brutalement refait irruption dans la vie des Français en 2015, renvoie au risque de la faiblesse, qui est alimenté par la défaillance de certains États. Se créent alors des zones de forte instabilité où peuvent prospérer, selon l'analyse du Livre blanc, et je le cite, des trafics de toute nature sur le territoire d'États fragiles qui procurent aux groupes qui les organisent des moyens économiques et militaires souvent supérieurs à ceux dont disposent les autorités publiques, achevant de fragiliser celles-ci. Cette grille d'analyse s'applique parfaitement aux divers groupes et organisations terroristes djihadistes qui ont essaimé de l'Afrique à l'Asie en passant par le Proche et le Moyen-Orient. Le second phénomène, plus classique, tient aux menaces de la force, soit le renouveau de menaces traditionnelles portées par un État. Et le conflit qui s'est récemment déroulé en Ukraine, aux portes de l'Europe, prouve que ces menaces sont toujours bien réelles. Face à ces risques et ces menaces, il n'est pas seulement nécessaire de maintenir notre posture de défense, il faut la renforcer. Or, le levier d'action le plus concret et le plus direct en termes opérationnels est celui du maintien en conditions opérationnelles. Par le passé, vous le savez, mes chers collègues, le MCO a pu servir de variable d'ajustement budgétaire. Or, le MCO, c'est la clé de la disponibilité des matériels à l'extérieur de nos frontières, comme en métropole. La disponibilité en métropole est la clé de la préparation opérationnelle et de l'entraînement. Et la préparation opérationnelle et l'entraînement, ce sont les clés de la capacité opérationnelle, quel que soit le théâtre d'engagement de nos forces. L'effort en la matière est d'autant plus essentiel que nos armées sont sans doute durablement engagées sur de nombreux théâtres extérieurs. Et elles le sont aussi, vous le savez dorénavant, sur le territoire national. Depuis 2011 et l'engagement majeur qu'a constitué l'opération Harmattan, les opérations extérieures de grande envergure se succèdent. Et je dirais même se juxtaposent à un rythme soutenu. La tendance s'est accentuée, bien sûr, depuis 2013 avec les opérations Serval, Sangaris, Barkhane et Chamal. En outre, ces théâtres d'engagement s'avèrent des théâtres beaucoup plus abrasifs que par le passé. Ceci tient aux conditions climatiques, aux conditions géographiques, géologiques et opérationnelles extrêmes auxquelles sont soumis tant les hommes que les matériels. Cela tient aussi à l'utilisation des matériels au-delà de leur potentiel normal. Le potentiel normal étant celui dans lequel les conditions opérationnelles similaires ont été constatées en métropole. Bien évidemment, ce rapport ne prétend pas à l'exhaustivité.
en opérant un audit complet de l'ensemble des parcs et matériels déployés. Mais toutefois, vous constaterez dans le rapport que nous avons effectué un grand nombre d'auditions et un grand nombre de rencontres et vu un nombre important de matériel. L'objet de ce rapport est de faire état des grandes tendances qui sont à l'œuvre, des principaux blocages et difficultés qui sont rencontrés et de proposer des moyens pour les dépasser. Nous sommes bien conscients qu'il n'existe pas une seule réponse, une réponse univoque sur la question du MCO, parce que c'est un sujet qui contient de grandes variables et un grand nombre d'acteurs. Nous n'allons pas abuser, Madame la Présidente et mes chers collègues, de votre patience en formulant des constats que vous connaissez déjà sur l'état des matériels et de leur disponibilité. Nous n'allons pas non plus vous assommer de considérations purement descriptives et statistiques, et vous trouverez de longs développements dans le rapport consacré à ces différents sujets. Nous allons ce matin simplement, je dirais, revenir sur un certain nombre de points qui nous semblent fondamentaux avant de vous présenter nos principales observations et recommandations parmi 23 recommandations que nous formulons. Un premier rappel méthodologique sur le champ du rapport. Au-delà des engagements considérés comme des opérations extérieures au sens administratif et juridique du terme, vous le savez, nos armées mènent de nombreuses missions à l'extérieur des frontières nationales. Les opérations de la marine en sont un bon exemple. La marine est par nature une armée expéditionnaire. On peut citer au titre de ces opérations à l'extérieur, bien sûr, tout ce qui relève de l'action de l'État en mer, mais également la participation à l'opération Sophia de lutte contre les passeurs de migrants, ou encore, et évidemment, la mise en œuvre de la permanence de la dissuasion nucléaire avec les unités de la FOST. Par ailleurs, notre pays, la France, dispose en permanence de forces de présence prépositionnées dans le cadre des accords bilatéraux qui relèvent de nos trois armées, au Gabon, au Sénégal, à Djibouti et aux Émirats arabes unis. Malgré leur importance, le rapport n'a pas abordé ces différentes opérations ou les a abordées que pour rappel, sans les analyser dans le détail. Nous en venons donc au cœur du rapport, les OPEX. Il nous faut d'abord rappeler que le rythme et l'intensité de nos engagements se sont considérablement accrus, nous l'avons dit, depuis 2010. En 2015, ce sont près de 8300 militaires qui sont déployés en permanence en OPEX, dont 8000 au titre des 3 opérations principales menées dans la bande sahélo-saharienne, en République centrafricaine et au Levant. Ce niveau d'engagement est inédit et dépasse le modèle décrit par le livre blanc, dont les analyses avaient servi de support à la loi de programmation militaire 2014-2019. Celui-ci fixait un plafond d'engagement à 2 ou 3 théâtres distincts, dont un en tant que contributeur majeur. Or, notre pays est aujourd'hui engagé sur 3 théâtres majeurs de haute intensité. Par ailleurs, on peut considérer que la France est contributeur majeur directement dans la bande sahélo-saharienne et en République centrafricaine, plus indirectement au Levant, si l'on compare l'engagement français non pas à l'engagement américain sans commune mesure, mais à la participation européenne, et nous y reviendrons. Au-delà du rythme et de la profondeur de nos engagements, une autre difficulté provient de l'intensité opérationnelle des missions qui sont menées. Sur les 3 OPEX majeures que j'ai citées, 2 sont conduites dans des zones définies comme sévères par les classifications géographiques de référence. Il s'agit de la bande sahélo-saharienne et du Levant. Elles se caractérisent par un certain nombre de réalités géographiques et climatiques qui sont principalement responsables de l'usure prématurée des équipements terrestres et aéronautiques, et notamment une chaleur élevée. Sur certains théâtres, je rappelle que la température excède parfois 50 degrés, peut atteindre même 60 degrés. Nous en avons nous-mêmes d'ailleurs fait l'expérience lors de notre déplacement sur notre base aérienne projetée de Jordanie. Autre élément, une présence abondante de sable et de poussière, susceptibles de s'infiltrer dans tous les éléments ouverts et de provoquer leur érosion, notamment, je pense aux turbines d'hélicoptères. Également des terrains cassants et des roches coupantes qui usent rapidement les pneumatiques. Des vents également de forte intensité qui, couplés au sable, ne font que renforcer les difficultés associées.
Ces éléments n'étaient évidemment pas inconnus des forces françaises projetées en OPEX. L'Afghanistan, par exemple, était déjà un terrain très dur. Mais les théâtres actuels portent ces difficultés à un niveau supérieur, du fait de la conjonction de plusieurs éléments et des spécificités locales de certains facteurs pourtant connus. Ainsi, le sable malien n'est pas le sable afghan. Nous sommes imbattables sur la granulométrie du sable désormais. Sa granulométrie est beaucoup plus fine, ce qui lui permet de s'infiltrer beaucoup plus facilement et beaucoup plus abondamment dans les systèmes, accélérant leur érosion. S'ajoute également à la liste des difficultés des éléments relativement inconnus jusqu'alors. C'est le cas de l'alpha, ce qu'on appelle l'herbe à chameau, qui est une plante du désert qui, tout comme le sable, s'insinue dans les ouvertures et perturbe fortement les systèmes de filtration, en particulier des aéronefs. Ces théâtres sont donc particulièrement abrasifs et peuvent parfois être considérés aux marges du domaine de qualification et d'utilisation des équipements employés. À toi. En effet, à titre d'exemple, le territoire malien est 2,5 fois plus important que le territoire français. Vous avez tous à l'idée la distance Bamako-Gao, Gao-Thessalite. Si l'on compare par rapport à l'Afghanistan, on était sur une zone géographique qui pouvait correspondre à 2 départements français. On voit bien la différence au niveau des distances. S'y ajoute le caractère difficile, puisque souvent le réseau routier est inexistant, ce qui explique l'usure des matériels. Pour les matériels terrestres qui sont particulièrement sollicités, l'ensemble de ces caractéristiques climatiques et géographiques font qu'une année en OPEX équivaut à la consommation du potentiel de 2 années et demie en métropole. Mais à ces difficultés liées à la distance, il y en a d'autres. La première est la surintensité qui caractérise l'utilisation des matériels dans des conditions beaucoup plus exigeantes qu'en métropole. Le sable, la chaleur entraînent par exemple une surconsommation des moteurs d'hélicoptères. Pour les Caracal engagés, 24 moteurs ont dû être remplacés, alors que le forfait initial, si ça avait été une utilisation en métropole, aurait correspondu à 15 unités par an. Les posées poussières sont particulièrement traumatisants pour les matériels. Par ailleurs, les nécessités opérationnelles impliquent un recours plus fréquent à des techniques très consommatrices de potentiel. On peut citer par exemple l'utilisation de la post-combustion pour les avions de chasse. Elles servent à l'entraînement en métropole, mais cette technique est beaucoup utilisée en OPEX. On a eu l'occasion de le voir sur la base aérienne projetée de Jordanie. Les avions décollent en pleine charge avec des munitions, avec les pods de désignation, avec toute une série d'armements. Et donc là aussi, on est sur une consommation des potentiels beaucoup plus important. Et en tout cas, on est sur des charges maximales par rapport aux notices constructeurs. Après cette surintensité, il y a la suractivité, qui est une autre cause d'usure prématurée dans l'occupation de ces matériels en opération extérieure. En effet, si l'on prend par exemple le véhicule de l'avant blindé déployé dans le cadre de l'opération Serval au Mali, on se rend compte que si nous étions sur une utilisation en France, on serait de l'ordre de 400 km par an pour ces VAB, alors que dans l'opération Serval, on parcourait 1600 km par semaine. Vous comparez aux 400 km par an. Il y a aussi une grande différence par rapport à l'Afghanistan. On était sur des utilisations de 1000 km par mois, alors qu'on est pratiquement sur 6400 km par mois dans la bande sahélo-saharienne. Nous avons pu constater cette suractivité en Jordanie. Chaque avion du détachement effectue en moyenne 72 heures de vol par mois contre 21 heures en métropole, c'est-à-dire 3,4 fois plus. Et on a également un autre élément qui sont les dommages de guerre, qui sont beaucoup plus fréquents et graves par rapport au passé. De la fin août 2013 au début mars 2015, 60 véhicules terrestres ont été détruits suite à des dommages de guerre ou à des accidents. Dans le domaine aéronautique, ce sont des hélicoptères de reconnaissance et d'attaque qui subissent les plus lourds dommages au cours des actions de feu.
Quand je parle des dégâts constatés sur le matériel, nous avons dans le rapport une présentation complète de ces matériels avec les différents dégâts sur l'année 2014 avec un certain nombre de photos. Malgré ces conditions particulièrement rudes, la disponibilité des matériels est remarquable. L'action des équipes chargées de la maintenance et plus généralement de l'ensemble des acteurs de la chaîne MCO doit être ici soulignée. J'ai eu l'occasion, dans un déplacement que j'avais fait sur l'opération Sangaris à Bangui, de voir le maintien des matériels terrestres et hélicoptères assurés sur la base de Bangui. Les gens travaillent dans des conditions assez exceptionnelles de température et ils travaillent pratiquement plus de 10 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est-à-dire qu'il y a une disponibilité complète des équipes qui permettent de faire un travail très remarquable. Globalement, en OPEX, la disponibilité technique opérationnelle des matériels terrestres est de 90%. C'est celle qui est prévue au contrat opérationnel et il est tenu. Et il est de 70% pour les matériels aéroterrestres, qui est en dessous de l'objectif fixé, qui est de 80%. Les résultats concernant l'armée de l'air sont également très bons, puisque pour les Rafales, c'est un taux de disponibilité qui est de 97%, il est de 90% pour les Mirages et pratiquement de 100% pour les drones. On a aussi un tableau avec ces disponibilités qui sont présentées pour les différents matériels terre, air, mer. Ces statistiques témoignent de la priorité légitimement donnée aux OPEX et des efforts consentis pour assurer les capacités opérationnelles de nos armées. Toutefois, cette priorité, conséquence du rythme des engagements extérieurs, n'est pas sans effet sur le matériel et sur les hommes non déployés. Nous allons donc aborder maintenant les conséquences du rythme des OPEX sur le MCO des matériels en métropole. Globalement, on constate que ce que nous avons dénommé un transfert de l'indisponibilité sur la métropole. D'après les informations que nous avons recueillies, une augmentation de 5 points de la disponibilité en OPEX se traduit par une diminution de 10 points de cette disponibilité sur la métropole. De façon très synthétique, les matériels non déployés sont affectés de deux manières. Directement par l'affectation prioritaire des ressources aux OPEX. C'est vrai que l'on a tendance à assurer le personnel, on privilégie le personnel sur les OPEX, les rechanges, les équipements, l'outillage. Tout ceci fait que cela peut être insuffisant sur le territoire national. De la même façon, on sait que pour les hélicoptères, il y a souvent une cannibalisation, c'est-à-dire qu'on enlève des pièces sur des appareils en métropole pour pouvoir privilégier l'efficacité des réparations en OPEX. Indirectement, par le fait que le matériel qui rentre d'OPEX, sa remise en condition est beaucoup plus longue qu'elle ne l'était. Je voudrais juste revenir sur des termes que l'on a utilisés. On parlait, après l'Afghanistan, de métropolisation, c'est-à-dire qu'on remettait aux normes de la métropole ces matériels. Aujourd'hui, on ne parle plus de métropolisation, mais de régénération des matériels, quand ils reviennent notamment de la bande sahélo-saharienne. À titre d'exemple, un AMX 10RC, pour le régénérer, il faudra 676 heures de travail et un coût de 190 000 €. Donc ça vous donne un peu une idée sur le coût beaucoup plus lourd de ces remises en condition. Du fait des statistiques de disponibilité s'en ressentent. Pour l'armée de terre, par exemple, la disponibilité technique globale du parc de service permanent oscille entre 65 et 70%, celle du parc d'entraînement entre 60 et 70%, celle des matériels aéroterrestres n'est que légèrement supérieure à 40%. Vous retrouvez dans le rapport toute une série de tableaux sur les disponibilités des matériels non déployés en OPEX. Faute de matériel disponible, la préparation opérationnelle et l'entraînement des forces sont donc affectés par ricochet. Les chefs d'état-major ont eu l'occasion d'aborder ces différents éléments à plusieurs reprises. Ainsi, pour ce qui concerne l'armée de l'air, les jeunes équipages sont en situation de sous-entraînement sur certains appareils. Des qualifications ne peuvent être entretenues. En outre, la préparation opérationnelle est recentrée sur les compétences et les savoir-faire nécessaires aux opérations actuelles au détriment d'autres.
Le chef d'état-major de l'armée de l'air, devant notre commission, lors du débat sur la loi de programmation militaire, sur la loi de finances pour 2016, avait insisté sur ces points. De fait, nous restons encore en deçà des normes d'activité au temps qui constituent la cible de la loi de programmation militaire. Il y a un autre élément qui est venu aussi perturber ces éléments, c'est l'opération Sentinelle qui a un effet très direct sur notre armée de terre. Nous en venons maintenant aux recommandations. Mais tout d'abord, il faut rappeler que certains leviers ont déjà été actionnés. En termes d'organisation, la chaîne MCO a été refondue complètement avec une organisation non pas par armée mais par milieu. Par ailleurs, en termes financiers, la loi de programmation militaire a fait remonter les crédits d'entretien programmés des matériels et en fait une priorité. Nos collègues Yves Fromion et Gwendaël Rouillard l'avaient parfaitement analysé à l'occasion de leur rapport sur la revue capacitaire des armées. La précédente LPM avait sous-estimé les nécessités de financement du maintien en condition programmées de nos du matériel, et la remontée sur la loi de programmation 2014-2019 est à souligner, avec notamment une croissance de 4,3% des crédits d'entretien programmés des matériels. L'actualisation de juillet dernier de la LPM poursuit cet effort avec 500 millions consacrés à cet entretien programmé des matériels sur 3,8 milliards de ressources supplémentaires. Ces rappels effectués, nous en venons à nos principales recommandations et je redonne que l'on va regrouper en 5 thématiques et je redonne la parole à Marie. Alors, la première de ces thématiques concerne les moyens financiers et humains du MCO. Derrière les aspects techniques du problème, et vous avez vu qu'ils sont nombreux, l'équation est en réalité relativement simple. Si on gère par les coûts, la disponibilité, donc les capacités opérationnelles, baissent. Si on gère par la disponibilité, les coûts augmentent, compte tenu du nombre et de l'intensité de nos engagements extérieurs et d'une situation sous-optimale en métropole. Le haut niveau d'engagement de nos armées étant rappelé à durer, il convient de le prendre en considération. Nous devons être honnêtes et reconnaître que nous ne sommes pas en mesure de vous fournir un chiffrage précis des besoins de financement à long terme pour parvenir à une situation optimale. Et c'est tout à fait normal. Le niveau de ressources qu'on décide de consacrer au MCO est fonction du taux de disponibilité de chaque type d'équipement et de matériel, compte tenu d'abord de nos besoins au titre des engagements extérieurs et d'autre part de nos besoins au titre de la préparation opérationnelle et de l'entraînement en métropole. Évidemment, la détermination de ces besoins et de ces critères n'était pas du ressort de la mission d'information. Mais il est certain que si on souhaite une remontée de la disponibilité et donc de l'activité et des capacités opérationnelles à l'extérieur comme en métropole, davantage de moyens sont nécessaires. Le taux de disponibilité souhaité par type d'équipement, par théâtre et par nature d'utilisation déterminera le niveau des ressources nécessaires. Toutefois, il faut rester conscient du fait qu'une disponibilité technique de 100% n'est pas atteignable. Il subsistera toujours une part résiduelle d'indisponibilité. Ces précisions étant faites, notre première recommandation consiste à modifier la procédure du décret d'avance OPEX pour assurer aux armées un financement au fil de l'eau et une plus grande réactivité face aux besoins opérationnels. Il ne s'agirait pas d'obtenir davantage de moyens, mais de les obtenir plus vite. Nous proposons donc de rendre le décret d'avance OPEX non plus annuel, mais semestriel, voire trimestriel. Cette simple modification de la procédure n'aurait que des vertus, et ce, sans dépenser 1 euro supplémentaire, bien évidemment. Elle permettrait d'une part d'assurer le financement des priorités en OPEX, et d'autre part de ne plus cannibaliser les ressources nécessaires au soutien en métropole. Elle n'aurait aucune incidence sur le solde budgétaire. Elle permettrait enfin de rendre plus efficaces les procédures de contractualisation des marchés. En effet, vous le savez, certains sont lancés en urgence en fin d'année, une fois les ressources du décret d'avance rendues effectivement disponibles. Une autre recommandation, elle aussi à coût zéro par rapport aux crédits votés par le Parlement, consisterait
à dégeler au moins partiellement la réserve de précaution dès le début de l'année. Je rappelle que pour 2016, le taux de mise en réserve hors titre 2 s'élève à 6%, ce qui représente 1,63 milliard d'euros pour la mission défense. Certes, ce mécanisme budgétaire est nécessaire au pilotage de la dépense publique, mais le recours à la réserve ne doit pas se traduire par des tensions opérationnelles pour nos forces, alors que les pouvoirs publics exigent d'elles, dans le même temps, un engagement sans faille, encore renforcé par les événements tragiques que vient de connaître notre pays. Nous estimons également indispensable d'attribuer les ressources nécessaires au soutien en métropole pour augmenter la disponibilité et donc la préparation opérationnelle et l'entraînement. Il ne faut pas oublier que ce sont eux qui assurent l'excellence de nos armées à l'extérieur. La préparation opérationnelle d'aujourd'hui, c'est l'OPEX de demain. À plus long terme, nous sommes favorables à l'augmentation de notre effort de défense pour approcher les 2% du PIB. Cela représenterait une dépense de 42 milliards d'euros par an environ, soit une dizaine de milliards de plus que les ressources actuellement consacrées à la défense. Il ne s'agit évidemment pas d'invoquer ce chiffre de manière irréfléchie comme une sorte de formule magique. La dégradation du contexte géostratégique et sécuritaire est une réalité qui est amenée à perdurer. Elle appelle donc à un effort plus grand afin de parer aux menaces ou de les neutraliser. Alors, un autre point, c'est au niveau des ressources humaines, nous estimons nécessaire leur renforcement au niveau quantitatif et au niveau qualitatif. Le renforcement des effectifs de soutien nous paraît un élément important. Quand on fait l'analyse de ce qui s'est passé au niveau des réductions d'effectifs, et ça avait été fait par Yves Fromion et Gwendal Rouillard, on arrive à 8700 postes de déflation au niveau du maintien en conditions opérationnelles sur l'aéronautique et sur l'armée de terre. Ce sont des chiffres importants. Et aujourd'hui, on voit bien des tensions très très fortes à un certain nombre d'endroits de notre territoire et en OPEX. La difficulté, par exemple, du maintien de nos hélicoptères est due à un manque de mécaniciens spécialisés dans ce secteur. Et on a un grand nombre d'hélicoptères qui ne peuvent pas voler parce que nous n'avons plus aujourd'hui cette capacité. Donc on insiste sur cette nécessité quantitative, mais nous pensons aussi qu'il y a, au plan qualitatif, une réflexion à mener, parce que l'arrivée de nouveaux matériels très technologiques et hyper connectés va nécessiter à l'avenir le recours à des maintenanciers d'un haut niveau technique. L'armée de terre, par exemple, sera à terme dotée de matériel info-validé dans le cadre du programme Scorpion. La marine est confrontée à la même question avec les bâtiments modernes comme les FREMM, dont les logiciels nécessaires à leur fonctionnement comprennent quelques 120 millions de lignes de code informatique. Et donc, il nous faudra, en plus du soutien compétent pour la maintenance traditionnelle de nos forces, il faudra un niveau d'ingénierie